1990, Sassou clame une amnistie générale. Yombi Opango est libéré sans jugement et reçoit 950 millions de francs CFA en compensation de ses biens confisqués. La mort de Mariane Gouabi a ouvert une décennie de purges, de reconfiguration, de règlement de comptes et de recentrage idéologique. Le régime socialiste du Congo, désormais consolidé sous Denis Sassou Nguesso, entre dans une nouvelle ère, celle du pouvoir fort, de la centralisation du parti unique. Avec l'arrivée au pouvoir de Denis Sassou Nguesso, en 1979, le Congo semble entrer dans une nouvelle ère. Les revendications congolaises sur le pétrole d'Elf sont abandonnées, les vannes se rouvrent, l'or noir recommence à couler à flot. Et avec lui, un rêve de grandeur renaît. Le boom pétrolier de 1979 à 1982 est sans précédent. Le prix du baril bondit de 13 à 35 $. Résultat, les revenus pétroliers du Congo explosent, passant de 13 à 152 milliards de francs CFA. Une manne sans équivalent dans l'histoire du pays. Confiant dans cette nouvelle richesse, le régime congolais lance un ambitieux plan quinquennal 1982-1986, dont les 2/3 du financement proviennent du pétrole. Reconquérir l'arrière-pays, désenclaver les zones rurales, inverser la dynamique d'exode vers les villes. Redresser le secteur public et développer un secteur mixte capable d'attirer les investissements productifs nationaux et étrangers. Le plan quinquennal se traduit sur le terrain par une vague d'infrastructures, 583 km de routes bitumées, doublant le réseau existant. 25 ponts construits, soit 1800 mètres d'ouvrages d'art. Réalignement du CFCO entre Dolisie et Bilinga, amorcé sous Nongouabi, achevé en 1985, 641 logements bâtis, dont plus de 300 sociaux. Extension du réseau électrique passant de 420 à 750 km. Usine d'eau potable sur la Djiri, augmentant le taux de couverture de 40% à 61% à Brazzaville. 19 088 emplois créés dans la fonction publique. Le Congo rêve alors d'un appareil productif puissant qui ne dépendrait plus uniquement du pétrole. L'objectif ? Faire émerger un secteur agro-pastoral public, accompagner l'urbanisation galopante et améliorer les conditions de vie des Congolais. C'est l'état de grâce. La paix sociale semble assurée, mais ce rêve n'allait durer que quelques années. Dès 1983, les cours du pétrole s'effondrent, le baril plonge, et avec lui les espoirs d'un développement durable. La situation budgétaire devient critique, les déficits s'accumulent. L'État peine à honorer ses engagements, les dettes extérieures explosent. 1985, c'est la rupture. Grève, marches étudiantes, voitures incendiées dans les rues de Brazzaville, attentats à la bombe, rumeurs d'enlèvement et de mutilation d'enfants à Mukondo. Le pays sombre dans une atmosphère de peur, de violence et de frustration. Le plan quinquennal 1982-1986, conçu comme un tremplin vers l'émergence, s'est fracassé sur la réalité d'une économie extravertie et vulnérable, dépendante d'un marché pétrolier international incontrôlable. En juin 1985, le Congo est contraint de se soumettre aux exigences du FMI en adoptant un programme d'ajustement structurel. La souveraineté économique recule. Les vieilles recettes de rigueur et de privatisation font leur retour. La parenthèse enchantée du boom pétrolier se referme, laissant place à une nouvelle période de tension, d'austérité et de résignation. Août 1986. Le président congolais Denis Sassou Nguesso accède à la présidence tournante de l'Organisation de l'Unité africaine. L'Afrique est alors en lutte. À l'horizon, un mot, libération. La priorité de l'OA est claire, lutter contre l'apartheid en Afrique du Sud et obtenir la libération de Nelson Mandela. Entre juin et décembre 1988, Brazzaville devient la capitale de la paix africaine. 5 rencontres diplomatiques s'y tiennent. Elles débouchent le 13 décembre 1988 sur un accord historique, le protocole de Brazzaville. Sous médiation officielle des États-Unis, ce texte marque un tournant. Le retrait progressif des troupes cubaines d'Angola, la mise en œuvre de la résolution 435 des Nations Unies, un cessez-le-feu en Namibie et l'organisation d'élections supervisées par l'ONU. Grâce à Brazzaville, les armes se sont tues en Angola, la Namibie est devenue indépendante et l'apartheid a entamé son agonie en Afrique du Sud. Mais alors que le Congo brille sur la scène internationale, le feu couve à l'intérieur. 1989. Le régime du Parti congolais du travail, PCT, s'interroge, les murs de Berlin s'effondrent, l'Union soviétique vacille. Le modèle marxiste-léniniste n'est plus qu'un mirage. Le président Sassou convoque une commission spéciale du PCT. Sa mission ? Analyser l'impact des bouleversements européens sur la situation politique congolaise. En juin 1997, la conclusion est sans appel. Le multipartisme est inévitable. Le Congo ne peut rester à l'écart de l'évolution du monde. Mais le peuple, lui, n'attend pas. Les lettres ouvertes se multiplient.
Les syndicats, intellectuels, religieux et étudiants entrent dans la danse. Partout, les grèves se succèdent. À Pointe-Noire, les employés d'Elf et Agip manifestent. À l'université Marien Ngouabi, les étudiants s'insurgent contre la censure. La société civile gronde. Le 20 juin 1997, François Mitterrand réunit à La Baule une grande messe républicaine convoquant autour de lui ses fidèles, les chefs d'État d'Afrique francophone. L'autel est dressé, les fidèles sont présents, et le président français, dans son rôle de grand prêtre de la France-Afrique, s'apprête à livrer son sermon. Ce jour-là, la France ne promet plus des bénédictions sans condition. Désormais, les grâces de la République ne seront accordées qu'à ceux qui s'ouvrent à la foi nouvelle, le multipartisme. D'une voix grave, Mitterrand proclame « La France liera tout effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté ». Mais le fidèle à la liturgie diplomatique, il ajoute aussitôt quelques nuances parce que la démocratie est un principe universel, il ne faut pas oublier les différences de structure, de civilisation, de tradition, de mœurs. Impossible de proposer un système tout fait et d'achever sa parabole par une mise en garde limpide. Il est évident que l'aide normale de la France sera plus tiède envers les régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter d'évolution vers la démocratie et enthousiaste envers ceux qui franchiront le pas avec courage. Ainsi, depuis La Baule, la parole fut dite et la doctrine posée, la France bénira les convertis mais se détournera des infidèles. Ce discours, devenu évangile politique pour les chancelleries africaines, donne un coup d'accélérateur au processus de démocratisation. Le vent du multipartisme commence à souffler. Et dans les palais présidentiels africains, nombreux sont ceux qui sentent que l'heure du culte à parti unique touche à sa fin. Le Parti congolais du travail, PCT, est en crise. Les défections internes s'enchaînent. Les revendications sociales et politiques se multiplient. La Confédération syndicale congolaise, CSC, exige une conférence nationale souveraine et la refonte de la fonction publique. La grève générale qu'elle déclenche paralyse tout le pays. Le régime vacille. Les négociations s'imposent. Face à la pression, le Premier ministre Souchoulati Poati démissionne. Le président Denis Sassou Nguesso le remplace par le général Louis-Sylvain Goma, chargé d'ouvrir le chantier de la transition démocratique. Le 25 février 1991, à Brazzaville s'ouvre solennellement la conférence nationale. Elle a été convoquée par le décret présidentiel numéro 91-015 du 5 février 1991. Après 26 ans de monopartisme, dont 21 ans sous le règne du PCT, le Congo entre dans l'ère du multipartisme. La parole se libère. Le pays bascule vers une nouvelle page de son histoire, celle des libertés politiques, des débats ouverts et des espoirs de changement démocratique. Nous sommes en train de payer les erreurs du système du parti unique. C'est-à-dire que le système du parti unique a favorisé justement la marche vers le pouvoir personnel du chef et de son lobby qui s'est entouré autour de lui. Alors automatiquement, tous ceux qui pouvaient émettre un point de vue différent ont été progressivement éjectés et le chef a fini par rester avec uniquement son petit noyau familial qui malheureusement n'est pas formé de lumière. La conséquence, c'est que les erreurs accumulées nous ont amené à cette explosion à laquelle nous assistons maintenant. Les dirigeants s'amusaient. Ils ne dirigeaient pas le pays, mais ils dirigeaient leur propriété. Ce n'était plus le Congo de nos ancêtres. Ce n'est plus le Congo des Congolais. C'était leur Congo à eux. Et donc, nous étions tous leurs sujets. Vraiment, ils étaient donc des rois. Au temps du monopartisme, ce que vous venez d'entendre aujourd'hui était... non, c'était un sacrilège, on ne pouvait pas le faire. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, les Congolais l'entendent pour la première fois. Bon, Capi, je vous laisse. J'étais le perroquet du gouvernement tout simplement parce que j'étais attaché au cabinet du chef de l'État. C'est-à-dire que à la télévision, j'étais chargé de rendre compte des activités du président. Alors, en tant que tel, j'étais donc chargé de trouver les mots qu'il fallait pour plaire au président et le présenter au public sous son angle le plus favorable. Il y avait le monopole du PCT, le monopole de la pensée, le monopole économique, le monopole en tout et pour tout. Et que c'est ce monopole-là que petit à petit, on est en train de liquider totalement. Quand on fait les calculs, que le Congo est le pays le plus endetté du monde par tête d'habitants. Par tête d'habitants, ça fait à peu près 650 000 francs CFA par tête d'habitants, c'est énorme. En août 1992, à l'issue des premières élections présidentielles pluralistes de l'histoire du Congo,
Pascal Lissouba est élu président de la République. Battu dans les urnes, Denis Sassou Nguesso reconnaît sa défaite et quitte le pouvoir. Il choisit alors l'exil en France, où il s'installe à Paris.